capacité des Français à bouger pour l'école de leurs enfants. Vive l'école, vive le collectif Racine. Je ne crois pas que nous vivions une époque formidable. Il faudrait pour la célébrer une forte dose d'inconscience ou de cynisme. Le peuple français souffre dans sa chair et son identité. Il souffre du chômage, de l'insécurité et par-dessus tout du mépris. Du mépris qu'une oligarchie euromondialiste, social-libérale ou libérale-sociale, lui inflige depuis 30 ans. Elle impose à la France des politiques délétères qui bradent sa souveraineté, compromettent son unité intérieure, ruinent sa santé économique et entament son crédit international. Et puis, les amoureux de la France le sentent. Cette oligarchie cherche à atteindre quelque chose de son âme. Or, une nation, disait Renan, c'est un principe spirituel, une âme. Et celle de la France tient, plus que d'autres pays, profondément à son école. Ce lien particulier saute aux yeux, par contraste, quand on envisage les trois grandes nations anglo-saxonnes, l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis, à laquelle l'oligarchie française compare sans cesse la France pour la déprécier et pour en faire un modèle à brandir contre elle. L'école anglaise hérite d'une longue tradition conservatrice et inégalitaire. L'Angleterre a pratiqué des siècles durant une féroce ségrégation scolaire, les hautes classes monopolisant les postes de pouvoirs intellectuels et politiques. Tandis que ces élites étaient formées dans de grandes universités de prestige, l'Église dispensait, quand c'était le cas, un enseignement rudimentaire au peuple. Bien que les établissements d'excellence se soient peu à peu ouverts au mérite, après la Seconde Guerre mondiale surtout, il reste quelque chose de cet héritage inégalitaire. Tandis qu'Oxford et Cambridge tiennent leur rang mondial, l'école publique demeure faible et mal dotée. Mais le manque de moyens n'explique pas seul la faiblesse de son niveau. Les méthodes sont également largement responsables de cet état de choses, en Angleterre comme en France. Elles confondent l'efficacité et l'utilité immédiate, la compréhension et l'opération technique, et manquent généralement de cette patience, de cette profondeur et de cette cohérence qu'exige un véritable travail de la culture. Alors au fond, l'esprit anglais, profondément libéral en ce sens, a développé ses créations les plus brillantes, individuelles et excentriques, hors de l'école, loin de l'État. Pour parler de l'Allemagne maintenant, la culture germanique ne s'est pas développée hors de l'État, mais dans l'attente, le manque, la nostalgie de l'État impérial. Née dans les royaumes, les principautés, les villes franches, la rigueur universitaire allemande épousait cette aspiration générale à l'unité. C'est pourquoi l'État bismarckien ne fut pas aux yeux du peuple et de l'élite l'instrument de conservation des intérêts d'une classe, mais l'unificateur de la communauté ethnoculturelle allemande tout entière. L'école entretiendrait ce puissant esprit national, souvent extraordinairement brillant, mais grégaire aussi parfois que le nazisme a précipité dans le racisme d'État. Dans l'Allemagne d'après-guerre, renouant avec une organisation décentralisée, ce sont les Länder, ces grandes régions, qui fixent désormais le contenu des programmes, les horaires, et même le nombre d'années menant à l'abitur, l'équivalent de notre baccalauréat. Cet état de choses fait d'ailleurs en Allemagne l'objet d'un débat récurrent, certains considérant qu'il faudrait édifier un système véritablement national. Toutefois, tous les Länder ont ceci de commun qu'ils pratiquent une orientation précoce qui présente le mérite, à la différence de notre collège unique, d'être clair et loyal, dès l'entrée en 6e ou en 5e. Je dirais pour finir que sur ce sujet comme dans d'autres, il règne dans l'Allemagne démocratique un certain conformisme politique et social. C'est le fameux consensus allemand qui charme tant les ultralibéraux français car il favorise toutes les régressions sociales. Quant aux États-Unis, leur ADN historique contient toujours l'esprit des premières communautés de pionniers puritains. Ce qui compose le principe actif américain, c'est un mélange de foi et d'argent, de religiosité et d'avidité, de matérialisme et de messianisme. Pas les humanités classiques, pas la raison comme valeur, pas le sens de la durée historique. Mais comme il faut bien recruter des élites, eh bien, les États-Unis ont fait le choix de privilégier l'enseignement supérieur par rapport au primaire et au secondaire, et bien sûr le privé par rapport au public. Méfiance à l'égard de l'État, logique ultralibérale, prégnance du religieux, rien ne portait les Américains à édifier un système scolaire public, unitaire, laïque et bien financé. Et c'est leur affaire. Sur le plan des contenus d'enseignement, les Américains partagent avec les Anglais une conception utilitariste à laquelle ils ajoutent ce que Brzezinski, ancien conseiller de Carter, appelait l'edutainment, c'est-à-dire l'éducation plus du divertissement. Bref, démocrate au sens de Tocqueville,
c'est-à-dire intellectuellement étroit, centré sur les biens matériels et valorisant l'homme moyen. Les Américains, qui exaltent l'héroïsme militaire et la réussite matérielle, ne font pas de l'élévation par le savoir un idéal collectif. Ces trois grandes nations sont telles qu'elles sont, et nous ne le leur reprochons pas. Mais la France n'est ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, ni les États-Unis. Et à la différence des élites actuelles, nous ne le regrettons pas. Notre pays s'est édifié par son État contre les grandes féodalités. La royauté ne s'est pas contentée de les combattre, elle les a remplacés par une aristocratie d'État qui s'ouvrirait rapidement aux meilleurs éléments issus de la bourgeoisie, fixant le goût, cultivant les savoirs et le sens de la responsabilité publique. Alors que l'État anglais verrouillait les positions et les intérêts d'une classe par l'État, la monarchie française fut travaillée de l'intérieur par une poussée méritocratique, perceptible entre autres dans les modalités d'accès aux collèges royaux. Avec la Révolution, les grandes écoles et les lycées napoléoniens allaient consacrer cette égalité par le mérite. Enfin, la Troisième République universalise le mouvement, offrant les trésors de la grande culture au peuple et mettant Oxford, pour nous la Sorbonne, à la portée des meilleures capacités. C'est l'idée de l'excellence comprise d'après Condorcet comme forme la plus haute de l'égalité. Ou encore le principe de la sélection des meilleurs par la promotion de tous, énoncé par Paul Langevin. Sélection donc par le talent, l'effort et le mérite, plutôt que par l'argent, les appuis familiaux, les réseaux. C'est un idéal d'aristocratie populaire qui, comme tout idéal, ne fut jamais totalement réalisé. Mais il a produit d'indéniables effets, permettant au petit Charles Péguy, à Albert Camus, ainsi que plus récemment à l'ingrat Pierre Bourdieu, de connaître une ascension sociale qui aurait été impossible sans l'école. Cette école républicaine exprime donc un esprit bien différent de l'homme démocratique américain, mais aussi de l'aristocratie réservée à l'anglaise. Héritière de l'humanisme renaissant, elle s'inscrit dans la longue durée européenne qui remonte au monde gréco-romain. Étrangère à la religiosité étouffante qui règne aux États-Unis, elle est laïque. Mais c'est au sens profondément français d'un goût pour une raison terrienne, libre et batailleuse qu'on lit tôt dans la littérature française, chez Rabelais et chez Montaigne par exemple. On devrait à mon sens défendre les lois de séparation de l'Église et de l'État de 1905, à la fois comme principe constitutionnel, mais aussi comme protection et sauvegarde de cet esprit français. Rigoureux mais frondeur, classique mais délié, cet esprit, éloigné du respect de la norme qui prévaut chez nos voisins allemands, se distingue aussi de l'empirisme anglais par une recherche constante des principes, des fondements et de l'universel. L'école fut aussi pour la France le creuset d'une réconciliation. Tout au long de son histoire, elle fut une nation politique plutôt qu'ethnoculturelle. Bien qu'il faille rappeler, avec Fernand Braudel, contre le mythe récent et intéressé d'une France bâtie par l'immigration, que sa population était demeurée constante et continue des dernières invasions du Xe siècle jusqu'au milieu du XIXe. Mais en effet, la France ne s'appuie pas comme l'Allemagne sur un sentiment ethno-communautaire. Elle ne s'appuie pas non plus comme l'Angleterre sur un patriotisme insulaire, ni encore comme les États-Unis sur une sorte de nationalisme religieux. Elle fonde son unité sur la politique, la culture et les mœurs, vivifiées par ces grandes entreprises qui, disait De Gaulle, sont seules susceptibles de compenser les ferments de division que son peuple porte en lui-même. L'école fut l'une de ces grandes entreprises. Après avoir été le théâtre d'une dure bataille entre l'Église et l'État, entre l'ancienne et la nouvelle France, elle les a refondues dans une histoire commune. Jacobine, héritière de la Révolution, elle exalte pourtant les provinces dans le Tour de la France raconté par deux enfants, qui fut au début de la Troisième République un manuel d'apprentissage de la lecture autant que de la patrie. Elle exalte aussi la littérature du grand siècle, et bien que les hostilités se soient poursuivies entre les traditions françaises, ce qui au fond était peut-être inévitable, l'école a bien entretenu un siècle durant l'unité d'âme de la nation. Forge d'unité, instrument de justice et d'égalité, elle accomplit également de remarquables performances intellectuelles. L'aristocratie populaire à la française a libéré une formidable puissance dans tous les domaines du savoir. Modèle imité de par le monde pour la qualité de sa formation, primaire et secondaire, l'école de la République était en même temps une rampe de lancement pour les plus grandes réalisations littéraires et scientifiques. Grâce à elle, la France se projetait stratégiquement dans le monde avec les armes effilées de l'intelligence. Or, cette institution est méticuleusement attaquée par les mêmes forces qui, en tout domaine, veulent déposséder la France d'elle-même depuis 30 ans. Que s'est-il passé ces dernières décennies ? Nos intervenants détailleront certaines des pentes sur lesquelles on a poussé les élèves, les professeurs et les parents. Je mentionne brièvement celles que je crois être les principales.
De l'égalité par l'excellence, on est passé à l'égalitarisme par la médiocrité. À coup de méthodes absurdes, qu'on peut rassembler sous le nom de pédagogisme, on a bafoué le bon sens et la raison. D'un même mouvement, on faisait céder l'autorité des maîtres devant l'arbitraire individuel, obéissant au fond à cette vieille injonction de Pink Floyd, « Hé, professeur, laissez les enfants tranquilles ». Cet individualisme issu de 68, qui progressait hors de l'école, s'est répandu alors à l'intérieur de l'institution où l'on a laissé d'année en année beaucoup plus de place aux arbitraires de comportements et d'attitudes. Parallèlement, conséquence de l'immigration et de la faiblesse des pouvoirs publics, le communautarisme faisait son entrée à l'école. Celle-ci fut la forge de l'unité nationale, elle est devenue le réceptacle de certaines revendications religieuses. Bien qu'un grand nombre de professeurs et de personnels de direction la défendent courageusement, la laïcité y enregistre des reculs répétés. Quant à l'organisation générale du système, où le collège unique constitue un véritable abcès de fixation, elle est aussi défaillante que la politique de l'orientation. On sent enfin une volonté permanente, encore manifeste dans la loi Fioraso, dont nous entendrons sans doute parler tout à l'heure, d'attaquer ce qui fait la singularité française. Cette volonté, fort heureusement, ne réussit pas toujours. Ainsi, les classes préparatoires et les grandes écoles ont résisté à cette vague destructrice. Je remarque au passage que, durant la période que je suis en train de décrire, la proportion d'élèves issus des classes populaires qui intègrent ces grandes écoles et ces classes préparatoires n'a cessé de diminuer, ce qui prouve encore, s'il en était besoin, que l'égalitarisme sert bien mal la cause de l'égalité. Qui sont les responsables d'un tel effondrement ? Cette gauche libertaire qui a oublié la République et cette droite libérale qui a perdu le sens de la nation. Cette gauche qui a prétendu que l'Europe portait le progrès social, cette droite qui a prétendu qu'elle serait un vecteur de puissance. En matière scolaire, ni l'une ni l'autre n'ont la moindre excuse. L'argument de la massification est fallacieux, car en effet, une première démocratisation de l'enseignement avait été entreprise avec succès au début du XXe siècle. Se retrancher derrière le changement de mentalité des nouveaux publics scolaires, communautaristes, consuméristes, violents, c'est en réalité avouer l'impuissance des pouvoirs publics ou leur complaisance à leur égard. Quant à l'argument de la compétition économique qu'on brandit parfois pour justifier les réformes, ils se retournent contre leurs auteurs, car la formation française, qui reste d'un bon niveau, car nous partions de très haut, s'est dégradée ces 30 dernières années. Enfin, l'école n'ayant été l'objet d'aucune cession de souveraineté et demeurant de la compétence des États-nations. La droite et la gauche se sont d'elles-mêmes, toutes seules comme des grandes, placées sous le patronage idéologique de l'Europe, reprenant par exemple les préconisations de la Round Table européenne ou suivant les directives du processus de Lisbonne de 2000, à ne pas confondre avec le traité de 2008. Bref, la droite libérale qui parle anglais n'a jamais conçu l'école que comme une fonction de l'économie, la gauche libertaire qui parle brésilien ou espéranto comme une Bastille à renverser pour y faire rentrer l'individu citoyen du monde. C'est au fond là la formule chimiquement pure de l'idéologie mondialiste. Libérale, elle voit dans le marché l'horizon indépassable de notre temps. Libertaire, elle fait de l'individu la mesure de toute chose et de toute valeur. De la réforme Abi, créant le collège unique sous Giscard, à la tentative de réanimation d'un pédagogisme moribond par Vincent Peillon, en passant par la loi d'orientation de 1989 avec ses IUFM de sinistre mémoire, en passant par le ministre Allègre, qui invitait en plein Sénat les professeurs de philosophie, et vous me permettrez de me souvenir un instant que j'en suis un, à cesser, je cite, leurs élucubrations, en passant encore par les catastrophiques réformes des programmes sous le complaisant ministère de Bayrou, on peut dire que personne n'a manqué à l'appel du désastre. Seul sort du rang de cette déplorable armée, Jean-Pierre Chevènement, avec l'instauration en 1985 des bacs professionnels, ces filières constituant pour le collectif Racine, nous aurons l'occasion d'y revenir, la mère de toutes les batailles. Et Xavier Darcos, en 2008, avec sa réforme de l'enseignement primaire. Mais les gouvernements successifs de ces 30 dernières années présentent, sous des oppositions de façade, l'aspect d'un conglomérat d'intérêts et de renoncements dirigé contre la France et son école. Alors certes, nul ne peut sonder ni les cœurs ni les âmes, et nous ne nous arrogeons pas le monopole du patriotisme. Mais s'il est vrai qu'il n'est d'amour que des preuves, ces élites-là en ont donné de si mauvaises qu'on peut fortement douter du leur. Alors non, vraiment, notre époque n'est pas formidable. Rien cependant ne nous condamne au désespoir. Rien, plus profondément encore, ne nous y autorise. Car le temps est plein de promesses pour les patriotes.
Le nouvel ordre mondial, né dans les années 1980 et 90, qui était en même temps un nouvel ordre moral, libéral et libertaire, est en train de se disloquer. Les digues qui nous empêchaient d'être nous-mêmes sont en train de craquer, et devant nous s'ouvre l'espace stimulant de l'invention, de la volonté et de l'action. Chacun se trouve face au choix entre la nation et le mondialisme. Et tout indique que les mondialistes sont épuisés. Que ceux qui peinent à s'en convaincre écoutent attentivement, si pénible soit l'exercice, les discours actuels d'Arlène Désir. Ils leur font le même effet qu'à moi, c'est-à-dire celui d'une Madeleine de Proust. Ils seront transportés dans une rétrospective des années 80, entre Macumba de Jean-Pierre Madère et Étienne de Guèche-Paty, entre Droit de réponse et Ciel Montmardi, entre le Rubik's Cube et le Minitel, et donc les concerts de SOS Racisme, qui sont devenus cultes quand on en revoit maintenant les images, pur moment de kitsch grotesque, drôle malgré eux, mais terriblement obscène. Car on voyait aussi dans ces années-là les visages de détresse des sidérurgistes au chômage, la file s'allongeait devant les Restos du Cœur et éclater les premières émeutes ethno-urbaines. Quand j'entends Arlène Désir qui se répète à l'identique, quand je l'entends ressasser pathétiquement son antifascisme de salon, je mesure le temps qui passe. Et je m'émerveille aussi de ce que la vie a d'imprévisible. Si l'on m'avait dit en effet, il y a 20 ans, au début des années 90, quand lycéen, je ne ratais aucune manifestation contre le Front National, que je serais engagé 20 ans plus tard aux côtés de Marine Le Pen, je ne l'aurais pas cru. C'est ici, j'en ai le sentiment profond, la magie de la France qui opère. Nullement surnaturelle, mais œuvre des hommes, elle agissait encore durant cette période où presque nulle part la patrie n'était valorisée. Je pense à M. Lafont, mon étincelant professeur d'histoire au collège, à sa petite taille et à son grand charisme, sombre et brillant, cinglant parfois, imposant avec succès la prise de notes dès la 6e et auquel je dois des bases indestructibles sur l'époque moderne. Je me souviens aussi de Mademoiselle Courgeon, plus fragile, mais si compétente, dont je regrette d'avoir souvent si mal écouté les leçons de français et de latin, et même, je dois l'avouer, d'en avoir perturbé quelques-unes. Je me souviens encore de M. Bainvel, qui détruisait systématiquement nos récréations, mais qui, sur l'estrade, faisait vivre comme personne les textes classiques. C'est par de tels professeurs que passe l'esprit d'une nation. Et nous voulons inscrire nos pas dans les nôtres, nos pas dans les leurs, pardon. Ils nous ont puissamment montré qu'un élève mérite ce nom dès lors qu'il est élevé au sens de l'élévation, pas de l'élevage. Ils ont tenu cette exigence, nous l'avons tenue à leur suite et la tiendrons encore. Nos adversaires sont fatigués, disais-je. On voit en effet à l'œil nu que Arlène Désir, fringant hier, présente aujourd'hui tous les symptômes de la dépression politique. Discours répétitifs, presque autistiques, déni de réalité, inversion accusatoire, torsion du sens des mots. Ainsi, dans sa bouche, républicain signifie mondialiste, multiculturaliste, antipatriote, ce qui, au regard de l'histoire des républiques, ne veut strictement rien dire. Agressif au plan moral, parce que nul politiquement, les euromondialistes conservent toutefois, il faut le dire, un redoutable pouvoir de nuisance. Ces discours et ces hommes tentent naturellement de se survivre à eux-mêmes. Leur système ne s'écoulera pas tout seul. Il faut opérer contre lui un rassemblement politique des volontés et passer de la défense à l'attaque. Ce rassemblement est en cours, il croît, il montre, il grandit, pendant que les euromondialistes de gauche et de droite s'épuisent dans leur triste idéologie dissolvante. En face d'eux, les patriotes de droite et de gauche, dont je fais partie, ceux de gauche, se regardent, se rapprochent, comprennent que le vieux clivage est mort et se réunissent autour de Marine Le Pen. Le collectif Racine s'inscrit là, dans ce grand courant d'espérance. Alors pourquoi ce nom ? Il fait référence à Jean Racine, l'un des grands fondateurs de la langue française classique, et renvoie, comme nom commun, par le jeu de l'homonymie, à la notion d'origine. Car nous aimons la France dans son histoire, histoire que nous assumons tout entière et dont nous voulons qu'elle soit enseignée à nos enfants. Le collectif Racine est né d'une double volonté, rassembler les enseignants patriotes et construire une pensée pour l'école. Son premier acte fut de publier un appel pour le redressement de l'école dans le Figaro du 2 mai dernier. Nous avons rapidement construit un site performant, alimenté dès l'été, et nous nous réjouissons d'une moyenne de 4000 visites de visiteurs uniques depuis maintenant 2 semaines. Et nous enregistrons, outre de nombreuses marques de soutien, un afflux très important de professeurs de tout niveau, de personnel de direction et même, je crois récemment, d'un inspecteur de l'éducation nationale, ainsi que d'étudiants désireux de participer à l'aventure.
Parce que le climat à l'intérieur de l'éducation nationale peut nous y exposer à l'ostracisme à cause de notre engagement, certains d'entre eux souhaitent conserver l'anonymat. Nous le leur garantissons naturellement, tout en étant convaincus que le climat est en train de changer et que le collectif Racine va contribuer à le modifier encore. Le collectif est donc en pleine expansion, et l'affluence est telle que nous pensons créer des sections locales, dont la vocation sera, je le précise, de rassembler les professeurs d'un département ou d'une ville autour de réunions de travail, de conférences publiques, de contributions pour le site, mais pas à l'intérieur des établissements. Nous ne sommes pas un syndicat, et en bons républicains, nous respectons scrupuleusement, dans l'exercice de nos fonctions, le devoir de réserve qui s'y attache. C'est-à-dire que nous ne faisons pas de la salle des professeurs, et encore moins de nos salles de classe, une tribune politique, nous. C'est une grande fierté pour nous d'être le premier collectif professionnel associé au Rassemblement Bleu Marine, provenant d'un corps professoral qui, nous le savons et je viens de l'évoquer, est une terre de mission pour nos idées. Ces idées, nous entendons les décliner thème par thème, de la maternelle à l'université, techniquement, rigoureusement et avec cohérence. Et si nous nous appuyons sur l'idéal de l'école que l'histoire nous a légué et que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est pour nous projeter vers l'avenir en innovant, en inventant, en déterminant pour chacune des mesures que nous avançons, ces modalités d'application précises. C'est de cette manière que nous voulons contribuer à être une force de proposition pour le collectif Racine. Mais si notre formation politique voulait s'inspirer de nos travaux, eh bien nous nous en réjouirions. Après tout, si notre ministre voulait entamer une métamorphose radicale, nous serions heureux de l'accueillir au collectif Racine. Je lui lance d'ailleurs cet appel, citoyens payons, encore un effort pour être vraiment républicains et pour nous rejoindre. Plus généralement, nous invitons les syndicats, les associations et les spécialistes de l'éducation à débattre avec nous, dans un esprit civique et civil, de toutes les questions qui touchent l'école. Qu'ils viennent nous montrer que nous nous trompons, qu'ils nous opposent des principes et des mesures meilleurs que les nôtres. Mais qu'ils sachent qu'ils nous trouveront partout, qu'ils acceptent ou non le débat, car nous avons la ferme intention de réagir à tous les faits importants, de travailler en profondeur sur tous les enjeux structurels, de prendre des initiatives publiques, bref, de faire peser nos convictions dans le débat scolaire. Ces convictions sont fortes, elles sont aussi joyeuses, car nous avons le sentiment d'œuvrer pour quelque chose de grand, l'école, la République, la France. C'est pourquoi je voudrais, pour finir, vous faire part de l'immense confiance qui m'anime. Si les mondialistes sont tristes et agressifs, ternes et destructeurs, nous sommes, nous patriotes, les vivants. Nous défendons à l'école la rigueur, l'autorité et la discipline, mais aussi, surtout à travers elle, une immense culture, la grande histoire d'une grande nation et l'esprit français. Or, il n'y a pas d'esprit plus vivant, plus créateur et joyeux, plus capable d'humour et de rigueur, de Jean Racine à Michel Audiard, que l'esprit français. Avant de présenter nos intervenants, je voudrais adresser quelques brefs remerciements. Valérie Lopi, Florian Philippot et Bertrand Dutheil de la Rochère, au Front National et au Rassemblement Bleu Marine, ont accueilli l'idée de ce collectif, lui ont apporté leur encouragement, leur aide, leur soutien et suivent depuis activement son destin. Nous leur exprimons notre amitié et notre reconnaissance. Je voudrais ensuite remercier Alain Avelio, à ma gauche, mon ami depuis 20 ans, qui associe à sa redoutable intelligence un enthousiasme patriote et un acharnement au travail que je partage avec lui. Nous les partageons tant que nous avons travaillé sans désemparer tout l'été pour monter le site, l'alimenter, nouer des contacts, réfléchir notre stratégie. Nous continuons depuis sur le même rythme, sans que l'électricité que produisent parfois l'enthousiasme et l'acharnement atteigne au bout du compte un voltage trop élevé. Valérie, Alain et moi assurons la coordination et la représentation du collectif Racine. Je voudrais également remercier Mathilde Palix, à qui cette conférence doit beaucoup, qui nous apporte dans les domaines de l'organisation et de la communication des compétences précieuses, une diligence constante et un engagement sans réserve. Je voudrais enfin vous remercier, vous tous ici présents, qui êtes parfois, je le sais, venus de loin pour assister à cet événement. Nous écouterons d'abord le futur maire de Tarascon, Valérie Lopi, qui se penchera sur le rôle névralgique du primaire, qu'elle connaît si bien en tant qu'institutrice et directrice d'école. Alain Avelio, qui est professeur de philosophie comme moi en lycée, traitera ensuite de la question de l'autorité du savoir et des maîtres, de son état présent et des voies pour la rétablir. Michel Sibel, qui enseigne l'éducation physique et sportive en lycée professionnel, abordera en leur proposant des remèdes, les difficultés propres à ces filières et plus précisément le problème de la violence qui règne.
Puis Gilles Le Breton, professeur de droit à l'Université du Havre, pointant les évolutions dont souffre le supérieur, abandonné aux logiques ultralibérales, régionalistes et communautaristes, dessinera les pistes de sa refondation. Enfin, nous entendrons celle qui nous a fait l'amitié de nous faire connaître et applaudir lors de son discours à l'Université d'été de Marseille du 15 septembre, celle qui nous fait ce jour l'honneur de participer à cette conférence de lancement, celle vers laquelle regardent tous les patriotes, celle qui est aujourd'hui au cœur des choses, celle qui seule peut redresser l'école parce que seule elle veut redresser la France, Marine Le Pen, présidente du Front National et du Rassemblement Bleu Marine. Chère Marine, chers membres fondateurs du collectif Racine, chers collègues, chers parents d'élèves, chers amis, messieurs et mesdames les journalistes. Cela fait maintenant 20 ans que j'enseigne comme professeur des écoles en ZEP et 6 ans que j'assume en plus la direction. J'ai par conséquent pris racine dans cette institution qu'est l'éducation nationale. Racine ne veut pas dire pour moi étouffé par le poids des années de l'arbre, mais au contraire vigueur et force. Car j'ai la chance d'aimer toujours passionnément mon métier. Cela grâce au fait de ne m'être pas laissé, je crois, avaler par un système dégradant année après année notre profession. Elle a été à tel point dévoyée, notre profession, que l'opinion publique en général méprise les enseignants et ne leur fait plus confiance. Y compris le Front National qui, fut un temps, n'a pas échappé à ce regard. Or, je peux vous assurer qu'avec Marine, ce temps est révolu. Je le sais d'autant plus que j'ai l'honneur et le bonheur d'être sa conseillère politique pour l'enseignement primaire. Issus d'un milieu modeste, mes instituteurs dans les années 70 m'ont quasiment tout donné, assouvissant ma soif de connaître afin de devenir un être libre, désirant savoir d'où je venais et où je devais aller, buvant les paroles de mes professeurs instruits et cultivés. Cette époque était encore celle où l'ascenseur social fonctionnait, où la reconnaissance du mérite était de mise, alors également grâce au respect que les parents avaient du travail scolaire et des professeurs, j'ai pu choisir mon métier. J'ai été formée en tant qu'enseignante par Philippe Mérieux, lui-même à l'UFM de Lyon où il était directeur. Philippe Mérieux est un chercheur et écrivain français, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Il a été l'inspirateur de réformes pédagogiques comme l'instauration des modules au lycée, ainsi que des IUFM au début des années 1990, sous la houlette du ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin. Je pourrais décrire mon parcours de professeur des écoles en 2 périodes. Celle où j'étais attirée par les pédagogies non directives, où l'on fait appel à la spontanéité de l'enfant, et celle où le maître transmet le savoir en instituant les valeurs de travail, de mérite et d'effort. J'ai donc exercé de façon non directive pendant 5 ou 6 ans, les inspecteurs appréciaient car c'était dans la droite ligne de ce que j'avais appris à l'IUFM. L'enfant au cœur du système d'apprentissage, acteur de son savoir. Je souhaitais rendre les élèves autonomes dès le plus jeune âge en leur confiant des responsabilités dans la classe, comme si celle-ci était simplement un lieu de vie où s'exercerait leur citoyenneté. Or, en ZEP, cette aventure est épuisante, car la plupart des enfants n'ayant pas les bases de l'éducation ont besoin en réalité davantage que les autres d'un cadre rigoureux. Je me suis donc heurtée à la réalité de la nature de l'enfant, qui n'est pas forcément celle du bon sauvage, mais souvent celle du petit sauvageon. Et j'ai compris qu'il fallait que je sois véritablement la maîtresse, en affirmant mon autorité. Cela m'est venu d'autant plus clairement à l'esprit que j'étais devenue mère de famille. Je me suis dit alors, ce n'est pas l'enfant qui décide, c'est l'adulte, qui sait ce qui est bien pour lui. C'est cela être un parent et une maîtresse responsable, et tout a changé. Mon métier est devenu plus simple, plus encourageant pour moi, pour les élèves, pour les parents, en résistant à l'idéologie des chercheurs en sciences de l'éducation, comme si l'éducation était une science.
idéologie niant l'excellence de l'école française durant des décennies, méprisant le dévouement des instituteurs conscients de leur mission en les nommant les dinosaures de l'éducation nationale. Mon métier est devenu plus simple. En résistant à cette idéologie qui a fait de nos enfants de véritables cobayes des innovations pédagogistes, qui a contradictoirement infantilisé les enseignants en leur demandant d'appliquer chaque année une nouvelle méthode selon la lubie de l'inspecteur ou de la dernière réforme, plutôt que de leur laisser la souveraineté dans leur classe. En résistant à cette idéologie, j'ai pu garder la foi dans mon métier. Je sais aussi que cette force actuellement, je la dois à la reconnaissance de Marine pour les enseignants, car elle est la seule à leur faire confiance en voulant leur rendre leur autorité au lieu de leur promettre davantage de moyens comme tous les autres politiques. Ce n'est évidemment pas à vous, chers collègues, que je vais apprendre que l'état de l'école primaire est très mal en point. Les enfants à sa sortie maîtrisent de moins en moins bien la langue française, beaucoup ne savent pas lire à l'entrée en 6e, de même en mathématiques, les apprentissages de base sont sinistrés, l'histoire-géographie ou les leçons de sciences sont des disciplines, elles aussi, touchées par la dégradation. En corrélation avec cette maladie, c'est aussi la vie à l'école qui est devenue difficile. À la fois pour les enseignants, mais aussi pour les élèves les plus fragiles, car c'est la loi de la jungle qui y règne si le directeur n'exerce pas son autorité pour assurer la sécurité de tous. Encore faut-il pour cela qu'il soit soutenu par sa hiérarchie, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Tellement la sanction est assimilée dans l'éducation nationale à un acte de violence, d'abus de pouvoir, de régression, terme évidemment de répression, terme évidemment considéré comme un vilain mot. Les dispositifs onéreux mis en place depuis 30 ans, comme les heures de soutien par centaines, ont servi uniquement à tenter de sauver un système dont les effets pervers sont de plus en plus dramatiques. La pratique ludique des nouvelles technologies et la multiplication des activités périscolaires empiètent sur les apprentissages systématiques qui sont les fondements de l'instruction. Par conséquent, la réforme des rythmes scolaires va aggraver ce phénomène. Le redoublement est banni puisque c'est une politique comptable de flux qui domine. Les conséquences pour notre pays sont désastreuses. En effet, comment ces élèves peuvent-ils devenir de bons professionnels, que ce soit dans l'ingénierie, l'industrie, dans l'artisanat ou même dans l'administration, si les connaissances fondamentales n'ont pas été acquises? À plus court terme, c'est le travail des professeurs du secondaire et de l'université qui est impacté par les jeunes qu'ils reçoivent, puisqu'ils n'ont pas la maturité intellectuelle pour suivre les cours. Je suis convaincue que la formation des élèves, qui va de la maternelle à l'entrée en 6e, a un rôle névralgique. En effet, c'est entre 4 et 10 ans que l'enfant prend les bonnes habitudes morales, les habitudes de travail, de rigueur, que son cerveau se structure grâce à la répétition et aux exercices de systématisation. C'est entre 6 et 10 ans que grâce à la méthode syllabique, allant de la lettre à la syllabe, de la syllabe au mot et du mot à la phrase, que tous nos enfants pourraient savoir lire en sortant du primaire. Ce qui éviterait d'ailleurs que les orthophonistes soient débordés par le nombre d'enfants n'ayant déjà plus d'appétence pour l'école dès 7 ans. C'est entre 4 et 10 ans que l'emploi du temps ritualisé au sein de la petite famille qu'est le groupe classe, encadré par le maître, peut et doit élever les esprits des enfants au sens propre du terme. Il est vrai qu'en ZEP notamment, l'immigration de masse pose un problème supplémentaire. Il est en effet difficile d'instruire les élèves d'origine immigrée au même rythme que les élèves parlant français à la maison et ayant l'éducation culturelle de l'école républicaine. Ce ne sont toutefois pas les parcours individualisés que l'on demande aux enseignants d'instituer en rédigeant des pages entières de projets de classe, projets d'école, projets de cycle,
que les élèves obtiendront tous le même niveau. C'est en exigeant l'assimilation à nos règles et nos lois républicaines, en exigeant d'eux des efforts supplémentaires pour rattraper le retard dans les disciplines défaillantes, en freinant leur nombre qui tend à devenir majoritaire dans les classes, que nous pourrons aussi redresser l'école. On a donc brouillé les repères pourtant simples, clairs et structurants, qui ont fait de notre école républicaine celle que de nombreux pays admiraient. On a rendu le travail scolaire confus et parfois inintelligible pour les élèves, pour les enseignants, les parents. Il est par conséquent urgent de rétablir la place de chacun de ses membres dans leurs missions qui leur sont propres. L'élève doit obéir et respecter le professeur. L'enseignant doit transmettre les savoirs disciplinaires de façon rigoureuse. Les parents doivent accompagner leurs enfants dans leurs devoirs d'élèves. D'autre part, je pense que pour redresser l'école, il faut dans le premier degré retrouver les fondements de l'école primaire, c'est-à-dire affirmer le principe suivant: l'élève ne construit pas seul son savoir, le maître doit le lui transmettre. Il faut donc refaire des programmes clairs et concis, compréhensibles par tous. Il faut réaffirmer la nécessité de la notation, demandée par tous les membres de l'équipe éducative, par les élèves en premier lieu d'ailleurs, car la notation est le seul repère objectif pour les enfants, les professeurs, les parents. Dans ce cadre-là, les enseignants doivent retrouver leur liberté pédagogique, c'est-à-dire procéder comme ils l'entendent selon les particularités de leur classe et leur expérience. Ils ne doivent être évalués que sur leurs résultats et non sur la forme de leur pratique pédagogique. L'école primaire doit donc être réformée en profondeur, ce qui suppose aussi que le statut de l'école soit revu afin que le directeur puisse gérer son établissement comme un véritable chef d'établissement, à l'instar du proviseur ou du principal. La rémunération des professeurs des écoles de niveau Bac+5 doit être revalorisée. Le budget de l'éducation nationale le permet si l'on stoppe les créations de postes démagogiques, tant dans les classes que dans l'administration centrale. Alors vous en conviendrez, il s'agit de restaurer une véritable institution républicaine et non plus de colmater les brèches. La politique est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Marine nous l'a redit lors de l'université d'été, le CPP, c'est pas possible, de nos adversaires politiques, est un prétexte pour décourager les Français qui ont encore foi en la France, qui ont encore foi en l'école. Il est plus que nécessaire de s'atteler au redressement de notre noble pays et par là même de notre école. Je suis persuadée de l'objectif suivant de Marine et du collectif Racine. L'école peut se redresser relativement vite si l'on prend la bonne direction. J'en fais l'expérience tous les jours dans mon établissement et c'est ce qui me donne des ailes pour aller chaque matin au travail. En effet, les enfants n'aspirent qu'à une chose: grandir et s'élever dans le bon sens, guidés par des professeurs qui croient en leur métier et en cette belle institution qu'est l'école de la République. Alors j'ai envie de vous relater mon meilleur souvenir professionnel, un peu sentimental, je vous l'accorde. Il y a 10 ans, j'étais dans une ZEP plus difficile que celle où je me trouve aujourd'hui. J'étais parfois désespérée du fait que les petits gitans ne venaient pas souvent en classe, que le niveau était extrêmement bas. Pour que les élèves travaillent, il fallait vraiment se lever tôt. Pourtant, il m'avait fait le plus grand plaisir d'apprendre tous correctement une poésie que j'avais trouvée dans un placard de l'école, s'intitulant « Le plus beau pays du monde ». Il s'agissait de la France. Il faut dire que j'en étais d'autant plus ravie que 50% des élèves étaient maghrébins et gitans. Je sais que si vous êtes venus à notre colloque, c'est parce que vous êtes comme moi, attachés à tirer les enfants vers le haut, c'est-à-dire à les élever. Alors je souhaite de tout cœur, avec Marine et le collectif Racine, vous avoir donné une note d'espoir pour le devenir de notre école et le devenir de notre pays, la France.
on n'a pas abordé la question de l'autorité à l'école. Mais je voudrais poser d'emblée que ce n'est pas là une question secondaire ou une question parmi d'autres. D'abord parce que le recul de l'autorité cristallise l'essentiel des reniements qui ont enfoncé dans le déclin le système, et je vais m'attacher à le montrer. Ensuite, parce que le redressement de l'école que nous appelons de nos voeux au collectif Racine passera nécessairement, bien sûr, par une restauration de l'autorité. Et je ne manquerai pas de souligner les conditions de cette restauration, en montrant par ailleurs qu'elle coïncide avec quelques-unes des principales propositions que nous faisons pour le collectif, pour le redressement de l'école. Mais je commencerai par un rapide état des lieux. Le recul de l'autorité se manifeste le plus nettement par la difficulté, voire l'impossibilité de transmettre le savoir dans beaucoup trop d'établissements, dans beaucoup trop de classes, et cela du fait de la conduite d'une partie des publics scolaires. Le phénomène a une ampleur suffisante pour qu'on le désigne sans détour. De même qu'il existe des territoires perdus de la République, ces quartiers où les forces de l'ordre ne s'aventurent même plus, de même existe-t-il des établissements scolaires perdus, car à ce point submergés par la violence sociale qu'il est devenu impossible d'y enseigner. Mais les personnels de ces établissements, eux, doivent faire face, et le plus souvent dans une grande souffrance. Ces systèmes désaffectation obligent la situation à laquelle sont confrontés la plupart des professeurs débutants. Ils entrent dans le métier, se trouvent dans l'incapacité de l'exercer, éprouvent leur impuissance à transmettre des connaissances et du coup l'inanité de leurs propres compétences disciplinaires, et ils se sentent bien sûr profondément dévalorisés. Mais si ce phénomène a fondamentalement à voir avec le recul de l'autorité, il n'en importe pas moins de distinguer la question de la violence de celle précisément de l'autorité. Ce recul, en effet, se manifeste aussi et surtout de façon plus généralisée et plus diffuse, par une certaine culture de l'excuse, faisant aujourd'hui largement norme, et par cette tolérance confinante au laxisme qui s'est peu à peu installée à l'égard des écarts de conduite. Dans le but de monnayer à peu de frais une relative paix scolaire, cette tolérance a conduit à transiger avec les règles, à accepter qu'on les négocie et qu'on les transgresse. Je ne prendrai qu'un seul exemple, l'aberrante bêtise du permis à points appliqué aux écarts de conduite scolaire qui est depuis quelques années ici et là en vigueur. Une pratique comme celle-ci constitue le pire signal relativement à l'autorité des règles, pourtant nécessaires à toute vie en commun. On tolère ainsi qu'elles soient transgressées un certain nombre de fois, un certain temps, avant que la sanction finisse peut-être par tomber. Le permis à points est emblématique de la fausse bonne idée. L'école n'étant pas la route, pour la simple raison que l'enfant, à la différence du conducteur, n'est pas un adulte et a besoin pour son éducation que des règles soient clairement posées. Généralisation de la culture de l'excuse, négociation permanente des règles, mollesse dans l'application des sanctions effectives, ce sont là autant d'indices d'une démission de l'autorité. La question se pose alors de savoir comment on en est arrivé là. Je ne m'attarderai pas sur une analyse des causes, elles sont à peu près connues, et je voudrais avoir le temps de formuler des propositions en vue de la restauration de l'autorité et donc du redressement de l'école. Je rappellerai simplement ce qui est à présent largement reconnu. Il faut voir dans la situation que nous connaissons aujourd'hui la conséquence ô combien délétère des idéologies égalitaristes et libertaires ayant dominé ce que l'on a appelé la pensée 68. Ces idéologies, le système en a été, pour sa plus grande perte, le champ d'expérimentation. La conséquence, on a jeté une telle suspicion sur l'autorité qu'on a répugné à l'exercer jusqu'à ne plus l'exercer du tout. Le maître s'est alors trouvé déchu pour devenir le quasi-égal de l'élève, tout ceci s'inscrivant dans le vocabulaire. Il ne s'agit plus tant de faire cours que d'intervenir. Le maître est devenu un intervenant qui accompagne l'élève vers un vague savoir. Faire cours est donc devenu suspect, et l'on s'est mis à organiser des activités éducatives. On a par exemple assisté à une véritable inflation des sorties pédagogiques. Pour le coup, c'est au sens propre qu'il s'est agi alors d'accompagner l'élève, et non plus seulement au sens figuré d'un accompagnement vers le savoir. Mais il est évidemment partiel d'imputer le déclin de l'autorité
à ces seules idéologies libertaires et égalitaristes traditionnellement portées par la gauche. Il faut aussi dénoncer la nocive influence de l'idéologie libérale sur l'école. Cette idéologie s'est elle aussi faite si efficiente qu'il n'est nullement exagéré de voir dans le système scolaire d'aujourd'hui cette école du capitalisme total dont parle Jean-Claude Michéa. L'école tente en effet à produire des individus atomisés et flottants, qui du fait du peu d'instruction qui leur est dispensée, deviendront des salariés d'autant plus flexibles que peu qualifiés et de parfaits consommateurs prêts à céder à toutes les pressions qu'exerce sur eux la société du marché généralisé. On voit bien du coup les deux lignes idéologiques, celle libertaire de gauche et celle libérale de droite, qui ont été chacune le vecteur de l'autre. En matière éducative, elles ont toutes deux conduit à promouvoir, en lieu et place d'un élève consacrant ses efforts à l'étude, un individu qu'il s'est agi de placer au centre du système, pour reprendre la tristement célèbre formule de la loi Jospin de 1989, alors même qu'on reléguait le savoir à la périphérie du système. On a donc produit un individu qu'on a cessé de chercher à instruire pour le solliciter dans sa spontanéité prétendument inventive ou créatrice. On a prétendu laisser à l'élève la plus grande liberté possible, alors que, faute de l'instruire, on ne lui permettait plus d'accéder à l'autonomie. On commettait ainsi un gigantesque contresens sur la liberté, du même mouvement qu'on récusait l'exercice de l'autonomie. Ainsi, les gouvernements de gauche comme de droite se partagent-ils la responsabilité de ce que l'autorité, sans laquelle il ne saurait y avoir de véritable instruction, ait été battue en brèche. La sape de l'autorité, qui a entraîné l'école dans le déclin, c'est l'œuvre commune de la gauche et de la droite. Ce recul dont je crois avoir désigné les causes, ainsi que les principaux symptômes, le collectif Racine est convaincu, avec une large majorité de l'opinion, de l'impérieuse nécessité qu'il y a à l'infléchir, car redresser l'école de la République, ce sera la recentrer sur sa mission fondamentale de transmission du savoir, laquelle exige une restauration de l'autorité. Pour autant, celle-ci, l'autorité, ne s'affirme pas tant par la sanction que par le respect. La contrainte et la sanction constituent même ce par quoi se signale une défaillance de l'autorité. Dans un système scolaire fondé sur l'autorité des maîtres, la pratique de la sanction ne serait finalement que marginale, car l'autorité est ce qui inspire naturellement le respect. Alors bien sûr, il faut en finir avec le laxisme, à l'école comme ailleurs. Il faut renouer avec la pratique effective de la sanction, car l'école ne doit être le lieu d'aucune incivilité, pour reprendre l'euphémisme consacré. Il n'est plus acceptable que les incivilités donc puissent entraver le fonctionnement normal des établissements scolaires, où s'apprend aussi la vie en collectivité, qui exige des règles, reconnaissant certes des droits, mais prescrivant aussi des devoirs. Il faut tout particulièrement en finir avec la circulaire royale du 11 juillet 2000, qui, prétendant répondre aux actes d'indiscipline, dissuade dans les faits, quelle ironie, de sanctionner, puisqu'elle expose celui qui prononcerait une sanction à des poursuites pénales. Mais il faut surtout, et avant tout, une école où règne la sérénité, parce que le respect y est la norme. Une école où les règles, sans lesquelles il ne saurait y avoir de vie collective sereine, sont respectées. Une école où le savoir est sacralisé et donc inconditionnellement respecté. Une école où, parce qu'ils se montrent dignes de leur fonction, les maîtres sont respectés. Et la respectabilité des maîtres est d'abord fondée sur le savoir qu'ils possèdent, sur leur maîtrise de l'art qui consiste à le transmettre aussi. Ainsi, restaurera-t-on l'autorité des maîtres quand on les aura rétablis dans leur fonction de maître? On restaurera l'autorité des maîtres, condition du redressement de l'école, d'abord en revoyant profondément leur formation. Il faut supprimer ces bastions du pédagogisme, passage obligé de tout enseignant débutant, qui furent 20 ans durant les UFM, et que l'actuel ministre de l'Éducation nationale vient de recréer sous la désignation d'écoles supérieures du professorat et de l'éducation, les SP. Le pédagogisme, c'est cette conception de la pédagogie qui place l'élève au centre,
Or, et le paradoxe n'est qu'apparent, plus on a cherché à fonder l'enseignement sur l'élève placé au centre, à grand renfort de sciences de l'éducation, de didactique et de psychopédagogie, autant de pseudosciences, et moins l'école a transmis de connaissances. Plus ces pédagogies, autrefois considérées comme alternatives, pédagogie de l'invention par l'élève de son propre savoir, pédagogie transversale et de l'interaction, plus ces pédagogies ont été élevées au rang de normes pédagogiques et plus l'école a renoncé à instruire. N'en déplaise au pape du pédagogisme, le déjà nommé Philippe Mérieux, et à son clergé qui officiait jusque-là dans les UFM et officie à nouveau dans les SP, enseigner est un art, c'est-à-dire une pratique en laquelle il s'agit de devenir aussi habile que possible. Or, cette habileté est d'abord conditionnée par la maîtrise du savoir qu'on prétend enseigner. C'est là la première condition qui, pour n'être pas suffisante, n'en est pas moins strictement nécessaire. Ensuite, on acquiert cet art qui permet de transmettre son savoir par la pratique, c'est-à-dire en se confrontant à des élèves réels, en situation. C'est ainsi que le maître se forme. Et il a incontestablement besoin, à ce moment-là, des conseils avisés d'un maître aguerri qui, par l'exemple, lui permet de progresser dans sa propre habileté. Mais, en aucun cas, de ces fumeuses théories pédagogistes qui n'ont cessé de faire la preuve de ce qu'elles ont de profondément délétère. Il faut donc définitivement mettre un terme à l'imposture pédagogiste. On restaurera, deuxième point, l'autorité des maîtres, condition du redressement de l'école, en reconsidérant ce qu'est un élève. Car une école fondée sur l'autorité des maîtres, c'est une école qui se rapporte à l'élève comme à un élève, c'est-à-dire certes à un individu humain en devenir, mais qui à l'école n'est pas tout à fait et pas seulement un individu, car à ce compte-là, l'élève devient l'égal du maître, et l'école n'est pas une communauté d'individus, mais bien ce lieu où il y a des maîtres qui savent et des élèves qui ne savent pas encore et qui sont là pour apprendre. Il faut donc rappeler cette évidence qui, bien que frappée du sceau du sens commun, s'est trouvée occultée lorsqu'on a prétendu partir d'un individu apprenant, et ceci à grand renfort de psychologie et de pédagogie. La référence à la psychologie et à la pédagogie, en l'espèce, revenait à commettre un double contresens. La psychologie prétend connaître l'individu dans sa particularité, sous le rapport principalement de ses affects et de ses sentiments. Or, l'enseignement ne s'adresse pas à ce qu'il y a de strictement individuel et particulier chez celui qui apprend, mais à ce qu'il y a en lui d'universel, l'entendement, l'intelligence. Et l'on retrouve au cœur même de ce contresens ce qui a conduit au recul de l'autorité. La psychologie, en effet, prétend tout comprendre et du coup conduit à tout excuser chez l'enfant et l'adolescent. Appliquée à l'enseignement, elle interdit que l'élève soit posé comme un élève et le maître comme un maître. Et elle compromet du coup à la fois l'autorité et la transmission du savoir. Du point de vue universel, au contraire, à partir duquel le maître et l'élève doivent être considérés, il y a bien asymétrie. La sociologie, quant à elle, conduit tout autant à commettre un contresens dans l'approche de l'élève, puisqu'au lieu de le considérer comme l'élève qu'il est, on le conçoit comme cet individu qui serait compréhensible par le milieu social de sa famille. C'est donc là à nouveau une approche particularisante qui revient à se méprendre au sujet de ce qu'est l'élève. Et j'assumerai même de dire qu'il est préférable que le maître ignore l'origine sociale des élèves qui lui sont confiés, car la visée universaliste de l'enseignement qu'il doit dispenser doit méconnaître les particularités sociologiques pour mieux les transcender. C'est là l'une des conditions de l'égalité des chances, et ce n'est pas la moindre. L'école devant bien sûr s'efforcer de donner les mêmes chances de réussite à tous les élèves, quel que soit leur milieu social d'origine, ce qui exige de démentir justement le déterminisme sociologique. Ainsi, à l'encontre des approches que la psychologie et la sociologie impliquent, l'école doit moins viser à éduquer qu'à instruire, car l'éducation est une affaire privée qui concerne les individus et qui doit principalement être l'œuvre de la famille, et que l'école n'a évidemment pas à se substituer à la famille. Le professeur n'a nullement à se confondre avec un éducateur. Il se voit confier pour le temps d'une année scolaire la fraction d'une classe d'âge qu'il va avoir la charge
d'élever dans le savoir, c'est-à-dire d'instruire. Et c'est parce que, précisément, cette noble mission lui échoua que lui est conférée cette autorité légitime qu'il se doit d'incarner. On restaurera enfin l'autorité des maîtres, condition du redressement de l'école, en réhabilitant le cours magistral et la verticalité de la transmission, pour emprunter une expression au pédagogisme, lequel bien sûr exècre cette verticalité. Il faut réhabiliter le cours magistral à tous les niveaux, dans toutes les disciplines où cela est légitime. Un cours de langue doit certes inclure une part d'interaction, mais un cours de philosophie, de mathématiques, de littérature ou d'histoire, par exemple, se justifie pleinement comme cours magistraux, y compris en direction des jeunes élèves. Le cours magistral qui, au niveau de l'enseignement secondaire, ne doit bien entendu pas exclure la possibilité pour les élèves d'exprimer leur curiosité et partant de questionner, le cours magistral possède en effet toutes les vertus de l'autorité. Il inspire le respect parce qu'il a une dimension exemplaire. Quiconque a enseigné le sait bien. Se présenter devant une classe avec un cours préparé, dont est perçu le travail qu'il a requis, la préparation justement qu'il a exigée, le soin qu'on lui a porté, cela est toujours immanquablement perçu par les élèves comme la marque de la haute idée que le maître se fait de sa fonction et de l'importance de la mission qu'il exerce par rapport à eux. Il suscite, le cours magistral, non seulement cette attention et ce respect, mais procure à ses élèves, le maître procure à ses élèves qui se disent que là quelque chose se passe, est en train de se passer, l'envie et le goût d'apprendre. Un professeur qui inspire le respect, dont l'autorité est indiscutée, c'est un professeur qui se montre à ses élèves comme pleinement légitime dans sa fonction. Et pourtant, on a proscrit peu à peu le cours magistral de la quasi-totalité des disciplines, un professeur pouvant être sanctionné par sa hiérarchie lorsqu'il maintient cette pratique. Comment pourtant l'autorité du maître, fondée sur son savoir, peut-elle être reconnue s'il fait tout sauf faire cours, s'il consent à n'être plus qu'un accompagnateur ou un animateur, s'il s'emploie à ressembler à ses élèves en épousant leur centre d'intérêt, en imitant leur façon de parler et jusqu'à leur pratique vestimentaire. Un professeur qui ne se veut tout au mieux que l'animateur de sa classe, qui consent à discuter football avec ses élèves, ou pourquoi pas à y jouer, qui sans cesse se place sur un pied d'égalité avec ceux qu'il a pourtant la charge d'instruire, un tel professeur ne doit pas s'étonner qu'aucune autorité ne lui soit reconnue. Un tel professeur, en réalité, n'en est plus un. Cela peut donner l'occasion d'une palme d'or au Festival de Cannes. Les bobos y trouvent un parfait écho à leurs réserves inépuisables de bons sentiments, mais cela constitue le reniement pur et simple de ce que l'école doit être, dans l'intérêt des élèves, dans celui de la France. Et il n'est pas étonnant que le pseudomètre du film auquel je faisais référence finisse par proclamer, de sorte à abonder dans le sens d'une de ses élèves, que lui non plus n'éprouve aucune fierté d'être français. Il faut donc revoir en profondeur la formation des maîtres, retrouver le bon sens concernant ce qu'est l'élève dans son rapport au maître, réhabiliter la pratique du cours véritable, c'est-à-dire magistral. Ce sont là les principales conditions d'une restauration de l'autorité à l'école, sans laquelle il ne saurait y avoir de transmission effective du savoir. C'est ainsi que l'école de la République se retrouvera elle-même, en permettant à chaque enfant de France, selon ses talents et ses mérites, de trouver sa place dans la société et en assurant ainsi, par la perpétuation de l'excellence française, l'avenir de la nation. Mais je voudrais, à ce point de mon propos, apporter une précision. Nous n'avons au collectif Racine que peu de nostalgie pour l'école du passé. Notre démarche est au contraire celle éminemment politique, consistant à analyser les causes d'un déclin pour proposer les solutions d'un redressement et de proposer ces solutions en vue de leur mise en œuvre effective. Or, il n'y a rien de moins politique que de méconnaître la réalité du présent dans la vague attente que l'histoire repasse les plats. Force de proposition, le collectif Racine n'a d'autre souci au contraire que celui de l'avenir de l'école. Cet avenir qu'il sait indissolublement lié à celui de la nation
laquelle est notre tradition autant que notre avenir. Concevoir et construire l'école de demain comme condition du relèvement de la nation, voilà tout le sens de notre engagement. Or, si l'éducation, comme déjà dit, échoit à la famille, c'est au contraire au pouvoir politique, à l'État qu'il appartient de concevoir et de mettre en œuvre l'instruction dans l'intérêt des citoyens et dans l'intérêt de la nation. C'est donc par le haut qu'adviendra cette restauration, par la volonté politique qui en fera sa finalité et réunira les conditions nécessaires pour que l'école soit redressée. Et cette volonté politique sans faille, nous le savons, est incarnée par Marine Le Pen. Marine Le Pen incarne cette volonté politique en phase directe et complète avec la volonté du peuple français qui veut une école du respect, de l'autorité légitime, de la transmission effective du savoir, une école de l'émulation où les efforts et le mérite sont pleinement reconnus. C'est pourquoi, et la question nous est souvent posée, le collectif Racine n'est pas réductible à une association professionnelle, a moins encore vocation à devenir un syndicat. Un syndicat n'entend guère défendre en effet que les intérêts particuliers et catégoriels de ses mandants. Le collectif Racine, lui au contraire, se définit par son engagement politique qui découle de son souci de l'intérêt général, lequel se confond en l'espèce avec celui de l'école. C'est parce que nous sommes amoureux de l'école autant qu'amoureux de la France, que nous voulons redresser la première pour que vive la seconde, pour que la France se retrouve. Et les collègues qui de plus en plus nombreux nous rallient, nous avons à présent dépassé la centaine de membres, ces collègues des enseignants patriotes ne s'y trompent pas. Ils viennent de toutes les régions, ont des provenances politiques diverses, viennent de la gauche comme de la droite, sont débutants dans le métier, en milieu de carrière ou en fin de carrière, enseignent dans le public ou dans le privé, exercent à tous les niveaux, du primaire au supérieur en passant par le secondaire, sont des enseignants, mais aussi des personnels de direction, et aussi appartiennent, pour l'un d'entre eux, du moins, au corps d'inspection de l'éducation nationale. Mais leur point commun est de se rassembler tous autour de nous, et cela ne fait que commencer, parce que ce sont des patriotes qui sont attachés à l'école de la République. Alors le collectif Racine, dont c'est aujourd'hui le lancement officiel, bien sûr, continuera de croître. Nous avons vocation à rassembler tous les enseignants patriotes, et en ce milieu aussi, il y a des réserves de patriotisme, même si elles sont pour une part étouffées par de sérieuses pesanteurs idéologiques. Nous comptons avec le concours des collègues qui nous rejoignent, et nous avons déjà commencé à le faire, nous emparer un à un de tous les dossiers concernant l'école, analyser chaque dysfonctionnement que connaît le système, de sorte à élaborer des propositions concrètes et réalistes en vue de son redressement. Propositions qui orienteront, nous l'espérons, dans un avenir proche, le redressement effectif de l'école. Nous n'avons aucunement l'intention, cela a déjà été dit mais je vais le répéter, aucunement l'intention, faut-il le préciser, de nous livrer au moindre prosélytisme dans nos établissements respectifs. Nous sommes en effet indéfectiblement attachés au principe de neutralité politique qui s'impose à nous dans le cadre de nos établissements. Mais, et nous espérons qu'il en va de même effectivement pour tous nos collègues, quelles que soient leurs orientations politiques. En revanche, par le biais de notre structure Internet, par le biais d'événements comme celui d'aujourd'hui, par le biais également d'autres événements qui suivront, eh bien, nous entendons nous adresser à tous les enseignants de France. Et savons dès à présent que nombre d'entre eux adhèrent à nos analyses et se reconnaissent dans les voies que nous ouvrons. Parce que nous répondons à des attentes qui jusque-là étaient diffuses, à un espoir qui ne s'exprimait jusque-là que de façon timide. Nous les toucherons, nous en sommes convaincus, de façon croissante, de plus en plus. Nous avons là, devant nous, une tâche immense et passionnante que nous entendions bien inscrire dans l'histoire. Je vous remercie pour votre attention. Donc le décor, 700 000 élèves en lycée professionnel, sachant qu'il y a en France à peu près de l'ordre de 1700 lycées professionnels. Une certification intermédiaire, une certification finale. Le panème de ce que peuvent faire et inscrire les professeurs et les institutions dans le lycée professionnel font que nous devrions avoir une élite d'excellence professionnelle
en matière de métier d'art. Rénovation de la voie professionnelle, elle est passée de 4 à 3 ans. Et ses conséquences. Donc on s'est retrouvé avec des élèves qui devaient faire en 3 ans ce qu'ils essayaient de faire en 4 ans. Le résultat, réussite en baisse. Alors il y a un certain enseignant en lycée professionnel qui disait « Je constate, je lis, au niveau toujours plus problématique des élèves, autrefois on savait parler et écrire un français très convenable, après 5 ans d'études primaires. Je suis bien placé dans ma spécialité pour savoir que cela n'est pas vrai. Les élèves ne maîtrisent rien, ou presque, des techniques numériques d'aujourd'hui. Tout ce qu'ils savent faire, c'est jouer et surfer sur Internet. » Nous aurons l'occasion de reparler de cet enseignant. Moins d'investissement, moins d'approfondissement, moins d'heures d'enseignement professionnel, et c'est là où les élèves se débrouillent le mieux. Absentéisme, les élèves s'ennuient à mourir. Hétérogénéité des classes, manque de maturité des élèves, des bacs pro qui peuvent se préparer avec un élève à l'âge de 15 ans, c'est quand même gonflé, je dirais, et prétentieux. Les CCF, les contrôles en cours de formation, font que le bac pro devient un diplôme qui se prépare tout au long de l'année. Et ce qui veut dire que les notes peuvent être gonflées, les contrôles peuvent être négociés. C'est comme si on préparait, comme disait un certain collègue, Arnaud de Toxin, pour ne pas le nommer, dans la face cachée de l'école, c'est comme si on mettait 4 ans pour faire des Jeux Olympiques. L'orientation des élèves est souvent forcée. On a des élèves qui se retrouvent dans des filières qu'ils n'ont pas choisies, car l'orientation étant trop tardive. Trop d'élèves sur des voies de garage. Faute de place, beaucoup n'obtiennent souvent que leur 3e ou leur 4e vœu quand ils sont placés dans les lycées professionnels. Si le bac est obtenu, il est non opérationnel. Je pense à des sections de comptabilité notamment. Hein, tout le monde, on fait croire que tout le monde peut avoir le diplôme, ça devient l'école des fans, hein, comme dirait Arnaud Toxin, ça devient l'école des ânes, faites attention. Cette réforme a gonflé les effectifs du fait de la cohabitation des 4 ans en 3 ans. 30 000 candidats en 2012 avec Luc Châtel, mais en 2013, on a une baisse de près de 17%. Et les filières n'étant pas gonflées comme on l'aurait souhaité, il y a une dépréciation des métiers. On priorise donc la quantité d'élèves au détriment de la formation. Le résultat du bac, 78% de réussite. 1 sur 3 malheureusement quitte la formation à la fin de son cursus. Les non reçus partent sans le fameux parchemin du bac professionnel. On relève les appréciations. Les consignes données aux professeurs souvent sont du style « il faut être bienveillant », je vous appelais dans la salle, je me souviens de l'oral de rattrapage, il fallait être bienveillant avec les élèves, donc la grande indulgence. Le problème c'est que ce bac devient un piège et dans l'orientation à venir, les élèves ne savent plus où aller. Et vont gonfler de par cela tous les chiffres du chômage. Bac obtenu de manière indulgente, qui finit donc par devenir un papier sans valeur, dynamique des bonnes notes entre les établissements, c'est-à-dire qu'on demande à tous les établissements d'avoir d'excellentes notes, on arrive à des résultats faramineux, mais malheureusement, les entreprises reconnaissent que les jeunes ne sont pas formés au niveau qu'ils prétendent. Alors c'est le paradoxe d'un système qui installe, on institutionnalise, si vous voulez, l'échec, et pourtant les structures qui sont mises en place sont censées réduire cet échec. La carte des formations, qui est donc attribuée aux régions, doit être repensée en adéquation avec les tutelles locales et ministérielles. La concertation doit être revue de A à Z. Souvent, ces impératifs répondent simplement aux exigences économiques des bassins d'emploi locaux. Les meilleurs partent en BTS. L'objectif de la réforme du bac pro était censé la réussite et la poursuite des études. Ce n'est pas le cas. Quand ils partent en université, très peu arrivent au bout du chemin. Alors ces enfants, ces élèves du lycée professionnel, sont-ils, comme on pourrait les appeler, les enfants de l'échec? Les facteurs sur lesquels on peut agir, on parle des facteurs endogènes notamment, les disciplines, c'est très flexible, on peut agir là-dessus. Par contre, les facteurs exogènes, l'ambiance familiale, le climat motivationnel d'un élève fait que la réussite n'est pas perçue comme elle pourrait l'être.
Selon l'Union professionnelle artisanale, on a besoin de près de 700 000 professionnels dans toutes ces spécialités. Le besoin est réel. 200 000 dans les métiers du bâtiment, donc ce n'est pas rien. La filière professionnelle doit être absolument rénovée. Il faut que nous réinstallions le métier d'élève. C'est notre démarche au sein du collectif Racine, et nous serons très disons, à l'écoute de propositions dans ce sens. Alors, je vais faire juste une petite approche corporelle de par mon métier. Mens sana in corpore sano, une âme saine dans un corps sain. Malheureusement, ce mens sana in corpore sano, il est dans un carpe diem. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société véhicule des modèles de facilité, d'hédonisme et de bonheur perpétuel qui font que les élèves se sentent de moins en moins concernés. La rusticité des élèves est à revoir. On a des élèves fatigués qui se couchent très tard. On parlait tout à l'heure d'enseignants qui parlaient de ces élèves qui passaient leur temps sur Internet. Des gens qui ne déjeunent plus le matin. Beaucoup d'élèves qui tombent le matin à 8 heures parce qu'ils ne sont pas nourris, parce qu'ils ne déjeunent pas, ou par contre ils fument et ils boivent. Ça, c'est difficulté à s'adapter aux situations professionnelles. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, baisse de vigilance non propice à la prévention des accidents du travail qui est en augmentation dans ces établissements. On parlait notamment de ce redressement de corps, la prophylaxie des atteintes de la colonne vertébrale, de ces atteintes dégénératives, est en expansion. Donc, prophylaxie des atteintes du corps social. La fonction tonique, par une éducation physique, utilitaire, professionnelle, doit être réinvestie. Les exigences doivent être certificatives dans tous ces domaines, notamment au niveau du secourisme, notamment au niveau des risques liés à l'activité physique. Alors comment défendre les valeurs de respect et de civisme de manière à ce que ce corps trouve sa place dans la société? Attention aux univers sémantiques dont se régalent les textes et notamment l'entité éducation nationale. Citoyenneté, acteur de son propre savoir, on a vu tout à l'heure que l'élève doit être conduit. Le système d'éducation s'installe dans ce que j'appelle l'innocence pédagogique. On se range et on se met toujours derrière des textes, des circulaires. On a fait notre travail, mais que devient l'élève? Une fois qu'on l'a dit, c'est dit. On constate un désœuvrement, un désarmement moral, catalyseur, bien évidemment, de l'explosion de la délinquance. L'action urgente sur le corps, sur notre corps, sur le corps des élèves, est urgente et nécessaire. Le concept de nécessité que j'ai évoqué tout à l'heure, sachant que le corps est un effet direct de notre civilisation et de la forme de pouvoir que la société peut développer sur lui. Et la violence. Alors on a évoqué, notre ami Yannick l'a évoqué en préambule, la violence physique, psychologique, les violences verbales, je dirais, sont ces violences-là les préoccupations majeures des enseignants. Il est anormal que la sécurité des personnels et des élèves ne soit pas assurée. Notion d'incivilité. Aujourd'hui, on se fait violer dans la rue, on est victime d'incivilité. Que ces choses, en termes galants, sont dites. Les lycées professionnels concentrent le plus de violences, près de 10% chaque année. Selon le CIVIS, le système d'information et de vigilance sur la sécurité scolaire, depuis 2007, cette violence s'accentue et prend des visages de plus en plus terribles. Les faits de violence se transforment en climat aujourd'hui. On ne parle plus de faits de violence, on parle de climat, euphémisation des termes. Quelques chiffres, 4 actes de violence graves sur 5. 15% d'entre elles clairement sexistes, voire discriminatoires. L'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne dit pas c'est la faute à un tel ou un tel, mais c'est la faute à la violence. Chaque reportage, chaque compte-rendu met en avant la violence. Mais les fauteurs de troubles ne sont pas cités. Alors on a personnalisé un concept, et avec ça on est tranquille. Pendant ce temps, les fauteurs de troubles continuent. La violence à l'arme blanche. J'ai été personnellement victime d'une menace à l'arme blanche. Le principal à l'époque du collège m'avait dit mais quelle taille avait la lame? J'étais pas dans les bons clous, j'étais pas dans les bonnes mesures, c'est comme les écrevisses, vous savez, on garde les grosses et on jette les petites. Avec ça j'étais tranquille. Les agressions nécessitent des actes médicaux, plus de 54%, c'est énorme. 81% de ces violences en lycée pro sont des atteintes directes aux personnes. On est au Far West,
règlement de compte à hockey choral, exemple multiple en France. Le corollaire de cette violence, le communautarisme, quel qu'il soit. La seule communauté qui a lieu d'être dans le système, c'est la communauté éducative. Certains élèves qui refusent d'intégrer les valeurs républicaines, de se fondre dans la démocratie, dans la médiocratie, comme disait aussi Arnaud de Toxin, des codes de comportement, par la parole, le corps, toujours ce corps présent, enfermement identitaire, récurrent, des élèves qui se regroupent contre d'autres regroupements, des élèves qui s'opposent en permanence. Toutes ces divisions communautaires, bien évidemment, sont des sources de violence. Pour gommer l'image d'une nation, pour gommer l'image d'une appartenance à une patrie, d'une appartenance au pays qu'est la France, qui finit par apparaître comme un pays laxiste, timoré, donc les élèves ne se reconnaissent plus dans cette entité. La démission face à cette violence, que j'appelle la solidarité universelle de la faiblesse, fait que nous sommes confrontés à une démission quotidienne. La réalité est, ma foi, terrible. Est-il normal que les profs ne veulent plus venir, craignent pour leur sécurité, des élèves qui pleurent, qui craignent certains autres, près de 60% des personnels qui sont harcelés, qui envisagent de quitter la profession, toujours à cette innocence pédagogique. On se range derrière des textes, des procédures, des commissions pédagogiques. Gestion des conflits, il faut gérer les conflits, il faut discuter avec les parents. On est des psychologues, on est des psychothérapeutes. Non, mesdames, messieurs, nous sommes des pédagogues avant tout. Ne mélangeons pas les concepts. Les glissements de terrain sont néfastes. Nous devons nous réinstaller dans ce rôle de pédagogue. Ils sont donc créés des cellules, des agents, 500 postes d'assistants de prévention, APS, EMS, ça en fait des entités. Il faut qu'on arrête ceci. La violence devient après un enjeu économique. Pourquoi ? Parce que la violence entraîne des indemnités supérieures. J'ai pris un coup, ça fait mal, non mais t'as 90 € parce que t'es en ZEP. Ah bon, alors vas-y, continue. On pourrait réagir comme ceci. Les autonomes de solidarité qui fixent des tarifs par rapport aux faits de violence. Ça devient, toutes ces promotions pécuniaires sont engendrées par la violence et non pas par des faits positifs. Nous sommes dans les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, les zones d'exclusion programmée, comme on peut dire, font que ces zones, les objectifs pédagogiques ne sont jamais atteints. La négociation permanente nous amène malheureusement au paroxysme de la violence. Quel est-il, mesdames, messieurs ? Il est simple, c'est le suicide d'un enfant ou d'un enseignant. Tout à l'heure, je lisais ce qu'un enseignant pensait de l'enseignement lycée professionnel. Pierre Jacques nous a quittés le 1er septembre 2013. Quand on commence l'année dans cette ambiance, c'est quand même malheureux. Le collectif Racine a pour mission le redressement de l'école de la République. Il doit lancer des pistes de réflexion. Redresse ton corps et la nation se redressera. Déconstruire ce corps pour le reconstruire dans la tenue, dans le langage. Pourquoi pas installer des formes de reconnaissance commune, de l'uniforme. Je pense à l'école de la Légion à Saint-Germain, par exemple, où on a l'école de la Légion où il y a des filles qui se reconnaissent très bien dans une appartenance commune et qui à la clé produisent des résultats très intéressants. Afin de réhabiliter ce corps opératoire, une fois que mon corps est réhabilité, c'est le versant psychologique du schéma corporel, je suis bien dans mon corps, je suis dans la société, je peux mieux la construire. Cette incitation au patriotisme, les couleurs dans les établissements, les couleurs de drapeau, réorientation des élèves dès la classe de 4e, la loi Cherpion, abandonner, accéder au dispositif d'initiation aux métiers en alternance, ce sont des pistes que nous lançons au collectif Racine. Réhabiliter les voies technologiques et industrielles, créer une école nationale de l'excellence professionnelle, des sections préparatoires pour une remise à niveau. La remise à niveau est malheureusement nécessaire pour sélectionner, vérifier les motivations et faire en sorte que l'élève soit conduit du début jusqu'à la fin dans son réel projet professionnel. Citons l'association ouvrière des compagnons du Tour de France, par exemple, créée en 1941, où il y a plus de 10 000 jeunes qui sont formés, avec des résultats très intéressants, avec des licences professionnelles de niveau 2, Bac plus 3. Des relations avec les formations professionnelles pour adultes, l'AFPA, l'association professionnelle pour adultes, qui peut mettre des ponts entre les lycées professionnels et les formations diplômantes pour adultes.
Travailler dans la sérénité, expulsion des fauteurs de troubles. On les garde, et les troubles continuent. Une charte peut être signée, mais pas seulement une charte avec valeur de contrat. Je déroge à ce contrat, je sors du système. Installer l'élève dans une culture de l'effort, à l'exemple de l'exception asiatique. Véritable contrat donc d'engagement. Réintroduire les notions de lauréat, de récompense, de prix. Il y en aura toujours qui seront meilleurs que d'autres. Sans faire de darwinisme primaire, il est illusoire. L'illusion pédagogique nous installe dans ce domaine. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde va réussir. Non, il y en a qui réussiront pas, d'autres qui réussiront ou qui réussiront ailleurs. Solidarité universelle de la faiblesse, je disais tout à l'heure, renationaliser à tout prix. La violence ne fait que dénationaliser les postures des corps. Rigueur des procédures disciplinaires, que les conseils des disciplines soient des réels conseils de discipline. L'état de la conscience politique dans le corps enseignant. Arrêtons ce totalitarisme ambiant, ce terrorisme intellectuel dans la salle des profs. Et je termine. De minutage. Je termine. L'école doit rester le sanctuaire de l'instruction, sens du sacré. Donc, face au laxisme institutionnel, je dirais que nous avons la volonté, les uns et les autres, de réinstaller cette école de la République, que chacun combatte où il le croit juste, disait Malraux. Malheureusement, comme disait Pascal, ne pouvant faire que le juste fût fort, on a fait en sorte que le fort fût juste. Et ça, c'est une cruelle réalité de nos jours. Je terminerai par une phrase de Valérie Lopi, là, tout à l'heure. Nous avons l'humble prétention de faire de la politique. L'art de la politique, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire. Et nous ne sommes pas des alchimistes qui préparons des potions de prébendes électorales. Nous comptons bien sûr sur le collectif Racine, avec l'appui de Marine Le Pen et de toutes les bonnes volontés et toutes les nouvelles consciences qui pourront penser qu'aujourd'hui on a enfin le droit de penser. Maintenant, Gilles Le Breton. Merci Monsieur le Président, bonjour à tous. Un phénomène très grave est en train de survenir sous nos yeux. Il s'agit de l'abandon des universités par l'État. C'est un phénomène dont l'origine remonte déjà à plusieurs années, mais il vient d'être aggravé par la loi Fioraso du 22 juillet 2013. Officiellement, cette loi a pour objectif la réussite des étudiants, mais on peut douter que cet objectif soit réalisé par cette loi. Car en effet, que trouve-t-on très rapidement dans cette loi au service des étudiants? On y trouve des mesures contestables, comme par exemple la décision de rendre les licences plus généralistes. Or, il nous semble à nous, dans le collectif Racine, que le propre d'une licence de l'enseignement supérieur, c'est de permettre aux étudiants d'acquérir un savoir spécialisé, plutôt que de recommencer ce qu'on a fait ou ce qu'on aurait dû faire au lycée. On y trouve également des mesures faussement nouvelles, comme par exemple cette mesure annoncée à grand renfort de médiatisation, qu'il y aurait désormais des conventions entre les universités et les lycées pour l'accès aux classes préparatoires. Or, dans la réalité, c'est déjà largement pratiqué par les universités. Il se trouve que je me suis occupé de tous les aspects juridiques de mon université pendant 20 ans, et déjà, depuis 20 ans, j'ai vu passer entre mes mains un grand nombre de ces conventions. Donc c'est un effet d'annonce. Il y a également des mesures qui ouvrent la porte au favoritisme, et je fais notamment allusion à la fameuse expérimentation que souhaite faire la loi pour contourner la première année de médecine, qui est très sélective. Qui va bénéficier du contournement? Voilà qui sera très intéressant pour nos sociologues. L'enquête promettra, j'en suis sûr, de nombreuses surprises. Et puis, comme si cette loi catastrophique ne suffisait pas, elle s'accompagne maintenant de mesures discriminatoires. Je fais référence au lancement qui vient d'être annoncé par Madame Fioraso de la caution locative étudiante, la fameuse clé, qui permet à l'État de se porter garant pour les étudiants auprès des propriétaires privés de logements. Et les bénéficiaires en seront, alors certes, des étudiants français, mais triés sur le volet, des étudiants français isolés ou issus de familles monoparentales et les étudiants étrangers. Il s'agit donc d'une sorte de priorité nationale à l'envers. La vraie signification de la loi Fioraso, ce n'est pas de favoriser la réussite des étudiants, c'est d'exprimer
assez clairement le désengagement de l'État. La loi réalise en effet un triple abandon des universités contre lequel nous souhaitons réagir. Abandon à l'ultralibéralisme, abandon au communautarisme et abandon au régionalisme. Je vais évoquer très brièvement chacun de ces trois points et pour vous dire à quel point nous sommes évidemment horrifiés par ce qui est en train de se passer. Tout d'abord, l'abandon à l'ultralibéralisme. Eh bien, la loi Fioraso maintient la disposition essentielle de la loi Pécresse de 2007, la fameuse loi LRU, c'est-à-dire il s'agit de la disposition qui transfère de l'État aux universités la gestion de la masse salariale des fonctionnaires. Cela a provoqué des difficultés financières extrêmes dans presque toutes les universités, puisque bien sûr ce transfert de charges, vous l'imaginez bien, ne s'est pas accompagné du transfert des sommes suffisantes pour y faire face. Et contrairement aux collectivités locales, les universités ne peuvent pas prélever des impôts locaux pour essayer de boucher les trous. Alors nous avons les chiffres des ministères. En 2013, 15 universités sur 76, c'est-à-dire 1 sur 5 sont en déficit, dont la prestigieuse université de Paris 1. Alors vous me direz, 1 sur 5, ça n'est peut-être pas si grave. Deuxième chiffre, 38 sur 76, et là ça fait quand même 1 sur 2, ont un fonds de roulement inférieur à 30 jours, ce qui, de l'aveu même de l'État, n'est pas suffisant. Autrement dit, ce sont des universités très fragiles. On pourrait encore se consoler en se disant qu'au fond, il y en a encore 1 sur 2 qui survit à peu près, mais à quel prix ? À quel prix ? Celles qui survivent ne survivent que parce qu'elles ont consenti le sacrifice de milliers d'heures d'enseignement qui ont été supprimées donc, à la dernière rentrée pour permettre de tenir le coup, et également en gelant tous les postes vacants. Dans certaines universités, dès qu'un enseignant part à la retraite, obtient une mutation ou un avancement, il libère un poste, et ce poste est immédiatement gelé, c'est-à-dire qu'on est incapable de payer un remplaçant. La situation est tellement grave que la conférence des présidents d'université a lancé le 25 mars 2013 un appel au secours qui n'a pas été entendu par la loi Fioraso. Alors, malheureusement, l'actualité la plus récente devient dramatique. L'université de Montpellier 3 vient d'annoncer la fermeture du site de Béziers, 700 étudiants qui risquent de se retrouver sur le carreau, et pratique un tirage au sort pour inscrire les étudiants, puisque cette université n'a plus les moyens de prendre tous les étudiants qui souhaiteraient y venir. Ce n'est pas tout. Dans 2 jours, c'est-à-dire lundi 14 octobre, une assemblée générale des personnels et des étudiants va se tenir à l'université d'Évry-Val-d'Essonne. On va y protester contre la suppression, enfin le gel, on ne parle pas de suppression, si on parle de gel, mais ça revient au même, le gel de 30 postes et la suppression de 5000 heures d'enseignement, ce qui évidemment devient très préoccupant. J'aimerais vous livrer l'analyse de ces responsables d'université, pas seulement mon analyse à moi. Le président de l'université du Maine, par exemple, vient de déclarer « on va dans le mur ». Le conseil académique de cette même université vient d'estimer que la seule façon de s'en sortir sera d'obtenir de l'État, à terme, la possibilité d'augmenter de façon très importante les droits d'inscription des étudiants. Et à Ivry, Val-d'Essonne, donc, qui va s'exprimer beaucoup plus médiatiquement dans 2 jours, je pense, eh bien, les personnels pensent que le service public de l'enseignement supérieur est, je cite, directement attaqué. Donc les choses sont maintenant très claires. Réponse de Madame Fioraso. Ah, tout va bien. Madame Fioraso nous annonce qu'elle crée 1000 postes dans le supérieur chaque année. Effectivement, ces postes sont créés. Mais que deviennent-ils une fois qu'ils sont créés ? Je vais vous le dire. Quand ils arrivent dans ces universités qui sont mal en point, on n'utilise pas ces postes pour y recruter des enseignants. On utilise la masse financière que représentent ces postes pour boucher les trous. Mais les boucher, évidemment, partiellement. Donc en réalité, Madame Fioraso dit qu'elle crée des postes, ce qui est vrai au sens purement juridique du terme, mais dans la réalité, il n'y a pas un enseignant de plus dans ces universités qui vont très mal. C'est donc là encore un effet d'annonce. Alors Madame Fioraso, dans sa loi, annonce quand même, puisqu'il est quand même nécessaire de répondre en faisant quelque chose, il y aura un rapport biennal pour évaluer, je cite, l'impact du transfert de la masse salariale sur la situation financière des universités. Madame Fioraso, c'est pas la peine d'attendre 2 ans, on le sait déjà ce que ça donne. Réveillez-vous. Ce n'est pas le tout. Ce passage vers l'ultralibéralisme, puisqu'on voit bien quel est l'objectif,
Lorsqu'on affame ainsi les universités, c'est pour leur faire comprendre que la seule solution à terme, ça va être de rendre les études payantes, comme aux États-Unis. Eh bien, ça s'accompagne par le développement des enseignements en langue anglaise, et ça participe au fond de la même logique, puisque qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à attirer des étudiants étrangers qui seront fortunés. Il y a une clientèle d'étudiants chinois en particulier qui sont fortunés, il faut le savoir. Et ça pourrait être une solution pour combler les déficits des universités, mais c'est encore une marche en avant vers une privatisation forcée de nos universités publiques. Et puis, il y a une autre grande réforme de la loi Pécresse qui a été maintenue par la loi Fioraso, c'est la transformation des présidents d'université en managers. Des managers qui ont la haute main sur les affectations. Ah, je crois que mon micro va tomber, cher monsieur, si vous pouviez faire attention. Voilà. Je n'ai pas de chance. Hier, mon bureau s'est effondré. Et aujourd'hui, c'est la nappe qui s'en va et le micro qui tombe. Et c'est le triste sort d'un professeur d'université. Bien. Transformation, disais-je, d'un président en manager, puisqu'il a la haute main sur toutes les affectations, sur tous les recrutements. Il dispose désormais d'un pouvoir de veto qui lui a été donné par la loi Pécresse et qui est maintenu par la loi Fioraso, une preuve de plus, s'il en était besoin, que l'UMPS est une réalité. À telle enseigne que la loi Fioraso a même tenté d'aller plus loin, mais là, heureusement, la tentative a été brisée. Il s'agissait d'une tentative de supprimer la qualification des enseignants-chercheurs par le Conseil national des universités. C'est l'ultime garde-fou qui empêche les recrutements de sombrer dans le localisme le plus éhonté. Et là, je dois dire que les collègues se sont mobilisés. Nous avons signé, parce que j'ai signé aussi, une pétition nationale qui a recueilli rapidement des milliers de signatures, à telle enseigne que cette mesure qui avait été votée au Sénat, par la majorité socialiste sur proposition d'une sénatrice verte, eh bien, a finalement été retirée. Donc c'est une petite victoire. Dernière preuve que rien n'a changé, qu'on est toujours dans cette optique d'un président-manager qu'on met en place pour gérer les universités privatisées qu'on aura demain, eh bien c'est que le président est toujours élu par une toute petite minorité de membres. Du temps de la loi Sarkozy, il était élu par une vingtaine de membres. Là, on a augmenté un peu pour marquer le coup, pour montrer que ça s'améliore. Maintenant, il est élu par une trentaine de personnes. Vous vous rendez compte, dans des universités qui comptent des milliers d'étudiants, et pour les plus grosses d'entre elles, parfois des milliers de personnels aussi, 30 personnes se réunissent pour élire le président. Quelle va être sa légitimité? C'est insensé. Deuxième abandon, c'est l'abandon au communautarisme. Ce qui est frappant quand on lit la loi Fioraso, eh bien, c'est qu'on raisonne toujours en termes de groupe. Il y a une logique de groupe. Il n'y a plus d'individus, il y a des groupes. Je vous donne deux exemples. Premier exemple, c'est la parité. La parité, homme-femme, est omniprésente. Or, la parité, je le rappelle, ce n'est pas la même chose que l'égalité de l'homme et de la femme. 5 articles, pas moins, mentionnent la parité. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit dans tous les conseils des universités, mais aussi au-delà, dans les conseils des CROUS, des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, par exemple, eh bien, d'établir des listes Shabada. Un homme, une femme, vous savez, comme le film de Claude Lelouch. On appelle ça, dans notre jargon de professeur de droit, des listes Shabada. Autrement dit, en clair, chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Voilà, vous voyez, logique de groupe. Et il me semble qu'en faisant cela, la loi cède à un féminisme fermé, sectaire, qui enferme finalement les individus dans un genre, au lieu d'ouvrir la voie au véritable féminisme qu'il faut défendre, un féminisme ouvert, républicain, qui raisonne en termes d'individus et qui combat justement les discriminations à caractère sexiste. Deuxième exemple, alors, non, peut-être pas encore tout à fait deuxième exemple, j'aimerais quand même vous citer un passage de la loi, quitte à être un tout petit peu technique, pour vous montrer à quel point ça nous emmène loin quand même, cette logique de groupe. C'est un petit passage que je trouve, pour ceux qui voudraient vérifier, dans l'article 11 de la loi. Nouvelle mission donnée au service public de l'enseignement supérieur. Et moi, personnellement, là, je tremble en tenant les propos que je tiens aujourd'hui. Voilà ce qu'on dit. Le service public de l'enseignement supérieur, je cite, mène une action contre les stéréotypes sexués, notamment dans les enseignements. Et je me demande, en critiquant la parité, si je ne suis pas en train de sombrer dans les stéréotypes sexués. Mon Dieu, que va-t-il m'arriver? Je tremble. Deuxième exemple d'abandon au communautarisme, c'est l'idée de
d'une nouvelle mission. Là encore, décidément, il y a beaucoup de nouvelles missions aux universités. C'est curieux, comme au moment même où les universités s'écroulent et n'arrivent plus à survivre, on leur donne plein de nouvelles missions. Ça ne laisse pas de me laisser un petit peu perplexe. Alors, nouvelle mission, alors je cite encore, cette fois-ci c'est l'article 6 pour ceux qui voudraient vérifier, j'ai mes sources. Le service public de l'enseignement supérieur contribue à la construction d'une société inclusive. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, je vais vous le dire. On le sait parce qu'un rapport officiel vient d'être rendu par le conseiller d'État Thierry Tuot en 2013, dont l'intitulé est « Une grande nation pour une société inclusive ». En fait, de grandes nations, avec un tel programme, il n'y aura plus de nation du tout d'ailleurs. Et c'est souvent comme ça, on dit des contre-vérités dans les intitulés. Alors je veux dire, je suis un peu navré d'être obligé de critiquer devant vous le conseiller Thierry Tuot, puisque je l'avais fait venir au Havre, il y a enseigné pendant plusieurs années, à mon invitation. À l'époque, on s'était plutôt bien entendu, mais là, manifestement, nos chemins ont divergé, d'autant qu'il critique le Front National dès la page 1. Se donner bonne conscience pour laver l'éventuel soupçon d'ambiguïté, enfin je ne sais pas. Bien. Enfin, je lui dédicacerai néanmoins mon dernier ouvrage, rassurez-vous, nous ne sommes pas fâchés. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'une société inclusive ? Thierry Tuot le dit, c'est un nouveau concept qui va remplacer le concept d'intégration. Voilà. Alors évidemment, Tuot est un homme intelligent et il essaye de nous faire croire que ça ne change rien sur le fond, mais un changement de vocabulaire, c'est toujours significatif. Et moi, voilà comment je vois la situation. En réalité, nous étions déjà passés de l'assimilation à l'intégration. Nous sommes en train de passer de l'intégration à la société inclusive. Et il n'y aura plus qu'une dernière marche à faire pour aboutir à la descente totale et à la ruine de notre nation. C'est de passer de cette société inclusive au communautarisme. Parce qu'en réalité, cette société inclusive, et je vous invite à taper ces mots sur n'importe quel moteur de recherche, ça nous fait tomber sur le modèle anglo-saxon du communautarisme. Et l'exemple qu'on donne toujours de société inclusive magnifique, c'est le Canada. Moi, personnellement, je souhaite aux Canadiens bien du plaisir. Troisième abandon, l'abandon au régionalisme. Jusqu'à présent, les universités, c'était l'affaire de la nation. Ce n'était pas l'affaire des régions. Eh bien, c'est en train de changer. Et là, véritablement, le mouvement s'accélère de façon inquiétante. Que fait la loi Fioraso ? Elle regroupe les universités dans un cadre régional, puisque toutes les universités sont obligées maintenant de choisir entre trois modes de regroupement: fusion, communauté, d'ailleurs le terme est vraiment significatif, communauté d'universités ou association d'universités. Donc ça va donner des grands cycles. Et pourquoi faire ? Eh bien pour permettre à l'État de changer sa politique contractuelle à l'égard des universités. Jusqu'à présent, l'État passait un contrat avec chaque université, donc il y avait à peu près 80 universités jusqu'à présent, et donc il y avait à peu près 80 contrats. Désormais, il y aura un contrat par site, et l'objectif, c'est d'arriver à une trentaine de sites. Une trentaine, comme c'est étrange. À peu près le même nombre que le nombre de régions. Donc vous voyez, le cadre territorial de ces contrats est déjà lui-même en train de se régionaliser. Et ça correspond bien à une volonté politique, puisque jusqu'à présent, il n'y avait que deux signataires dans le contrat. Il y avait l'État et l'université. Désormais, ça sera tripartite. Qui sera le troisième ? La région, bien sûr. C'est dit par la loi Fioraso. Chaque contrat de site est conclu avec, je cite, l'association de chaque région concernée. Et cette association n'est pas une formalité, c'est une participation active de la région à l'élaboration du contrat. Là encore, la loi Fioraso nous le dit, puisque chaque région va désormais définir, je cite, un schéma régional de l'enseignement supérieur qui va déterminer ses priorités. Donc ce sont des véritables stratégies régionales qui vont être mises en œuvre et qui vont peser, bien sûr, sur le contenu des contrats de site. Et là encore, la loi Fioraso nous dit bien que ça va peser, parce que vous savez, nos sénateurs et députés socialistes et verts, ils ont tout bien verrouillé, hein, il faut que les choses soient claires. Voilà ce que dit la loi. Ces contrats prennent en compte les orientations fixées par les schémas régionaux. Nous y sommes. Je passe sur des détails techniques qui seraient peut-être sans intérêt, mais pour vous signaler au passage que les conseils d'administration de ces futures universités regroupées vont être totalement noyautés par les régions. Je vous donne un seul exemple, c'est l'exemple des communautés. Ce sera l'exemple sans doute qui sera le plus choisi. Dans les communautés, si vous lisez attentivement la loi, vous allez découvrir avec horreur qu'on y trouvera comme représentants des universités entre 0 et 20% des membres, entre 0 et 20%. Il y a possibilité de ne pas mettre de représentants d'universités dans les sphères des regroupements, c'est assez surréaliste.
et au moins 30% de représentants des entreprises et des collectivités territoriales. Donc la messe est dite. Alors l'État, dans tout ça, on n'en parle plus beaucoup de notre malheureux État. Eh bien, il s'efface. Alors il y a quand même une stratégie nationale de l'enseignement supérieur qui va être élaborée tous les 5 ans avec un intitulé bien ronflant, mais je vous rassure tout de suite, je cite la loi, après concertation avec les collectivités territoriales. Alors là, on n'a pas mis le mot région, mais référons-nous aux travaux parlementaires, les travaux préparatoires, ajoutés en particulier avec les régions. Vous voyez, alors là, à ce moment-là, on a commencé à dire qu'il fallait gommer un peu quelques aspects, ça devenait quand même un peu trop voyant. De toute façon, cette stratégie nationale n'engage plus personne, puisque les régions peuvent y déroger. Aux surprises, car en effet, souvenez-vous de nos schémas régionaux qui existent, eh bien ils doivent simplement, dit la loi, être, je cite, en cohérence avec la stratégie nationale. Alors vous allez me dire, en cohérence, bon, ça tient, ça veut dire qu'il faut respecter. Non, travaux parlementaires, Madame Corinne Bouchoux, sénatrice verte, qui est à l'origine de ce passage en cohérence, a expliqué ceci, il y avait un terme plus rigoureux avant. En cohérence, c'est mieux, car cela permet d'autonomiser les politiques de recherche et d'enseignement supérieur régional. Donc ça y est, la possibilité de dérogation est ouverte. Un autre moyen pour l'État de contrôler la situation, c'était l'AERS, dont j'ai été d'ailleurs, rendez-vous compte, l'un des experts. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire qu'on a supprimé l'AERS parce que j'en étais un expert, je ne le pense pas, mais c'était une agence qui fonctionnait. Elle a été critiquée pour sa lourdeur, mais lourdeur c'est peut-être un signe d'efficacité aussi, hein. Et donc supprimée au profit d'une structure beaucoup plus légère qui s'appelle le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Mais en réalité, c'est un organe qui agissait au nom de l'État. Et l'affaiblir, c'est affaiblir le contrôle que l'État portait sur les universités. C'est assez grave. De même, jusqu'à présent, changement de vocabulaire très significatif encore, l'État habilitait les diplômes. Et le terme d'habilitation entendait marquer que le contrôle de l'État était assez poussé, ce qu'il était en effet dans la réalité. Désormais, on parle d'accréditation. Et l'accréditation, c'est plus léger, vous l'avez compris. Alors en conclusion, ne sombrons pas naturellement dans le pessimisme, rien n'est perdu. Il faut réagir, et nous sommes là pour ça aujourd'hui, en soulignant la nécessité de remettre en place un État fort, mais bien sûr fort et authentiquement républicain. Il s'agit de lutter contre les 3 dérives que nous venons de voir, lutter contre l'ultralibéralisme en permettant à l'État de récupérer la gestion de la masse salariale des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires d'État, ils doivent être gérés par l'État, comme c'était le cas auparavant. Il faut également que cet État fort lutte contre le communautarisme en rétablissant l'égalité républicaine sans faille, et notamment, nous l'avons vu, en rétablissant de vraies licences qui forment véritablement les étudiants et pas des licences qui sombrent dans un magma généraliste, et également un État fort qui luttera contre le régionalisme en récupérant une vraie stratégie nationale de l'enseignement supérieur qui soit dégagée des pressions des régions et des lobbies de toute nature. Car, rappelons-le, l'éducation nationale, c'est un service public national, précisément. Il ne faut pas oublier le mot national. Et grâce à cela, eh bien, nous redeviendrons fidèles à la grande tradition française, cet esprit français dont vous avez montré brillamment tout à l'heure qu'il était différent de l'esprit anglais, de l'esprit américain, de l'esprit allemand, qui conviennent très bien à ces peuples, mais qui ne sont pas notre tradition à nous. Et si mon propos a peut-être été un peu alarmiste aujourd'hui, c'est que j'estime qu'il est assez urgent maintenant d'agir, faute de quoi nous perdrons notre âme, car comme le disait De Gaulle, être inerte, c'est être battu. Je vous remercie.